Bonjour à toutes, ce que j'ai pas vu. Donc cette nouvelle thématique qu'on a souhaité aujourd'hui, c'est vraiment la fin du détachement et la fin de la disponibilité. On pourrait parler également de la mise à disposition, mais ça pose moins de soucis. Et on parle bien de la fin, de la réintégration. On ne va pas revoir tous les motifs du détachement, tous les motifs de la disponibilité, etc. On va en voir quelques-uns, parce qu'on part d'un constat que ça pose souvent des difficultés en collectivité, le retour du détachement, le retour de la dispo. Parce que très souvent, pendant des années, on oublie presque que l'agent existe, il est en disponibilité depuis 5 ans pour convenance personnelle, on ne le paye plus, il n'est plus dans les effectifs, puis un jour, il toque à la porte, « Bonjour, je veux revenir ». Et là, se pose la question, qu'est-ce que je fais? Au secours, je fais quoi? Et donc, il y a quelques temps, j'avais demandé à Laurence, parce que Laurence a un peu changé, a évolué dans ses fonctions dernièrement, outre plusieurs tâches qu'elle fait en gestion administrative des dossiers, elle prend quelques thèmes qu'elle fouille au maximum. Donc, elle fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail dans son bureau, etc., sur quelques thématiques particulières. Et puis, dès qu'on est à peu près prêt, on essaye de faire un vendredi du CDG ou une visio, et donc je lui dis, regarde la fin de disponibilité et la fin de détachement. Donc, sur le coup, pour qui tu me prends, ça va, je connais. Et au bout d'un moment, elle me dit, non, en fait, c'est super compliqué, la fin de détachement et la fin de dispo. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il n'y a pas une règle, il y a des règles. La fin de la disponibilité et la fin de détachement vont générer des situations administratives différentes selon le motif. Est-ce que c'est une disponibilité ou un détachement d'office? Est-ce que c'est une disponibilité ou un détachement de droit? Est-ce que c'est discrétionnaire? Si c'est discrétionnaire, est-ce que c'est pour convenance personnelle? Est-ce que c'est pour reprendre des études, etc. Donc, tout va dépendre du motif. Tout va dépendre de la durée. Est-ce que c'est de longue durée, de courte durée? Sachant qu'une disponibilité de courte durée, c'est moins de 3 ans, alors qu'un détachement de courte durée, c'est moins de 6 mois. Enfin, ça va dépendre de la durée. Ça va dépendre ensuite si vous avez, au moment du retour, un poste vacant, un poste disponible, oui ou non. Et notamment sur le détachement, ça va dépendre si c'est par anticipation ou si c'est à terme échu. Parce que vous avez un agent qui part en détachement pendant 2 ans, à la limite, pendant 2 ans, vous le remplacez. Puis au bout d'un an, non, finalement, c'est pas si bien que ça, là où je suis, je reviens. Il le fait par anticipation. Donc si c'est par anticipation, c'est à la demande de l'agent, c'est à la demande de la collectivité d'accueil ou c'est à la demande de la collectivité d'origine. Et donc en fonction de tous ces paramètres, donc vous avez vu déjà que c'est un petit peu compliqué, tantôt l'agent va être mis en sureffectif, c'est-à-dire que vous allez devoir le payer pendant 1 an et ensuite intégrer le FFPE. Parfois il est mis en disponibilité d'office. Parfois, ce n'est pas tout à fait la même chose, il est maintenu en disponibilité, notamment si je n'ai pas d'emploi. Et quand il est maintenu en disponibilité, parfois il va avoir droit au chômage. Donc si c'est un titulaire, c'est à la charge de la collectivité. Parfois, il ne va pas avoir droit au chômage. Et c'est pour ça que ça crée des difficultés. Et que, je disais notamment à Laurence, et c'est mon propos introductif, moi ce que je vous encourage, c'est pas forcément de connaître par cœur tout ce qu'on va vous montrer, vous ne connaissez pas par cœur, on a essayé de faire un tableau à plusieurs entrées pour essayer de faire en sorte que chacun s'y retrouve. C'est simplement qu'au moment où un agent demande un détachement part en disponibilité, vous sachiez déjà les conditions de réintégration. Et en transparence, peut-être même lui dire, tu pars pour une disponibilité d'office, de discrétionnaire, tu demandes 5 ans, pas de souci, moi j'accepte. Par contre, je te préviens que dans 5 ans, si je n'ai pas d'emploi qui correspond à ton grade, tu seras maintenu en disponibilité. Mais vous savez en même temps que l'agent qui demandera à revenir, donc tant que vous n'avez pas de poste, à la limite, il n'est pas payé, on se retrouve sans sous, mais qui va être prioritaire sur tous les emplois que vous allez créer sur son grade et sur son cadre d'emploi. Donc vous ne pourrez pas recruter quelqu'un tant que vous ne lui aurez pas proposé. Et donc, en discutant notamment avec les jeunes de la VE3 et d'autres, vous disent en disant, mais en fait, parfois c'est un peu une bombe à retardement, quoi. C'est-à-dire que c'est l'agent, il n'est plus là, mais il est quand même un petit peu là. C'est-à-dire qu'il n'est plus là, mais il peut revenir. Donc c'est au moment où on fait cette demande-là qu'on connaît les conditions de réintégration, parce qu'en fonction des conditions de réintégration, peut-être que vous allez dire,
vaut mieux que je prenne un contractuel. Parce que sinon, je vais me retrouver, si c'est notamment une disponibilité de droit, 2 agents qui vont pouvoir revendiquer le même poste. Et on a eu le cas. Un agent qui est parti en disponibilité pour relever un enfant, donc ça c'est une disponibilité qui est de droit, et qui un jour revient, le docteur revient, c'est une courte durée, j'en prends une poste, désolé, on a pris un fonctionnaire chez nous. Donc en fait, il y a 2 agents qui peuvent revendiquer le même poste. Donc là, comment on fait? Vous allez être FLPE, donc il faut expliquer au maire qu'il va payer l'agent 150%, puisque c'est ça le dispositif de FLPE la première année, pour qu'il reste chez lui, parce que pour l'instant, il n'a pas de poste correspondant à son grade, puisqu'il a d'un autre côté un fonctionnaire. Donc c'est pour ça qu'on insiste à chaque fois, c'est au moment du départ et pas au moment du retour qu'on se pose la question, puisque nous, après, au centre de gestion, on se retrouve toujours en situation d'urgence où on nous dit hey, l'agent, il vient dans 3 mois. Hein. Parce qu'en disponibilité, il a juste 3 mois à prévenir. Hein. Parce que là, du coup, il n'y a pas de côté à terme échu ou échange. Nous, après, dans 3 mois, écoutez, dites-nous le motif. Attendez, je ne me souviens plus trop, parce que l'agent, ça fait 5 ans qu'il est parti, on ne connaît plus trop le motif, on ne sait plus qu'il a été renouvelé, etc. Et donc après, ça pose des difficultés. Et quand on a fouillé avec Laurence, on a vu également qu'il y avait quelques jurisprudences contradictoires. C'est-à-dire que même les juges entre eux ne sont pas forcément d'accord. Donc nous, il a fallu qu'on se positionne sur un certain nombre de points, et c'est pour ça qu'à la fin, on a fait un tableau récapitulatif. Au mois de septembre, on a fait 2 vidéos YouTube que vous pouvez retrouver sur le site. La fin de dispo et la fin du cachement, je pense que ça doit faire 6-7 minutes à chaque fois, à peu près, dans lequel on détaille le tableau. Vous pourrez le retrouver à la fois sur le support qui va vous être présenté, mais également sur les vidéos. Et après, j'insiste, c'est vraiment le message, posez-vous la question ou posez-nous la question lorsque l'agent part et pas quand l'agent revient. Et lorsqu'on va travailler avec les collectivités après les élections, quand il y aura de nouvelles équipes qui seront mises en place, je vais demander à des maires, à des élus, mais également des agents, est-ce que vous savez au moins s'il y a des agents qui actuellement sont en disponibilité? J'ai eu le cas de communes qui avaient oublié que l'agent était en dispo depuis 10-15 ans. On a mis en place une procédure d'abandon de poste, parce que même l'agent avait oublié qu'il avait été mis en dispo. Il a été mis en dispo pour créer son entreprise a bien marché, il a continué. Et puis comme la collectivité, elle ne le paye pas, on a laissé courir, etc. Mais en fait, il n'y a aucun moment, on a dit, voilà. Donc il y a quand même une durée à respecter. Donc voilà, donc, je vais laisser Laurence ensuite parler. Il faut vraiment que je parte à 10h, mais je pense qu'on aura fini, vers 10h, 10h15. Donc pour vraiment, maintenant que je vous ai bien tout embrouillé, c'est tout l'objectif. Je laisse le soin à Laurence. D'accord. Qui font des choses comme ça. Hier, on était en visio avec un cabinet d'avocats, avec Maître Guélénard, qui est responsable RH à notre cursus à Panthéon-Sorbonne avec Maître Frisch. Je leur disais, mais comment voulez-vous que j'explique la réglementation à des maires quand on nous prend des trucs comme ça, où il n'y a jamais un cas qui est identique à un autre? Bon, c'est pas hyper compliqué, mais ce que je voudrais, c'est vraiment qu'au moment du départ, vous sachiez comment on va revenir. Nous, au centre, on a maintenant, je crois qu'on a 2 agents qui sont dispo. Oui. Maintenant, on a 2 détachements, c'est fini, et l'intégration, on a 2 agents. Donc, quand les agents sont partis en dispo, on s'est posé la question comment on allait les remplacer, et on sait comment on fera s'ils reviennent. Parce qu'on connaît le motif, on connaît la durée, et on sait si on les réintégrera ou pas. Et la façon dont ils vont revenir, ça va influencer sur le mode de recrutement. Et ça, j'ai posé la question, on est là. Est-ce qu'on prend un contractuel parce que l'agent est dispo, ou est-ce qu'on prend un fonctionnaire? Ça fera un choix. Mais en fait, on ne sera pas surpris si on me demande à l'intégration. Donc maintenant que tout est confus, je laisse Laurence vous parler un peu de tout. Bon courage. Merci Aurélien. Donc, bonjour et bienvenue à toutes. Donc, je suis Laurence Grenois, affectée au pôle carrière, et comme l'a dit Aurélien tout à l'heure, je suis chargée de faire des thématiques sur divers domaines de la ressource humaine. Donc, eh bien, vous allez voir, le sujet est complexe, et Aurélien, je ne suis pas sûre que nous aurons terminé à 10h, 10h30. Je vais essayer, voilà. Mais là, franchement, on verra. Vas-y, tu me dis quand est-ce qu'il faut passer. Voilà, vas-y. C'est bon? Yes. Bah non, t'es en... Ben non. T'es sûr que t'es en PowerPoint ou t'es en PDF? Oui, je suis en PDF. Voilà, c'est là.
Voilà. Ah oui. Alors, tout d'abord, je voulais faire un rappel sur les différentes positions du fonctionnaire. Est-ce que tout le monde voit bien? Donc, en fait, tout fonctionnaire est placé dans l'une des conditions donc, fixées donc, à l'article L511-1 du Code général de la fonction publique. Donc, ça, c'est votre Bible en matière de ressources humaines. Donc, voici les différentes positions administratives. Donc, l'activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental. Tout fonctionnaire est placé dans l'une ou l'autre de ces positions. Il n'y en a pas d'autres. Nous avons fait un petit récapitulatif des références juridiques, bien sûr, en premier, donc le Code général de la fonction publique, ainsi que différents décrets, dont le principal, c'est le décret de 86, et puis donc les autres venant modifier des dispositions particulières. Je vous ai épargné la multiple jurisprudence qui est très, très étoffée, et comme le dit Aurélien, les juges ne sont pas toujours d'accord, donc voilà. Après, un jour je ferai un truc sur les... Il faut bien avoir en tête que la jurisprudence, donc ce que va dire un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou un conseil d'État. Vous avez deux types de tribunaux ou deux types de juges. Ceux qui considèrent qu'ils sont là pour appliquer le droit et ceux qui sont là pour faire évoluer le droit. Et en fonction du type du juge auquel on va avoir affaire, on n'aura pas le même type de jugement, avec des guéguerres entre le TA. Le tribunal administratif de Versailles va contredire ce que va faire Marseille. Ça, c'est toujours systématique. Donc c'est vrai qu'il y a des juges qui disent non, mais moi je regarde le droit et j'essaie d'appliquer le droit. Puis d'autres qui disent non, moi je vais être simplement très pragmatique et je vais faire évoluer le droit. Et donc on a des jurisprudences qui sont un peu contradictoires. C'est l'échange que j'avais hier avec le cabinet d'avocats en disant quand même les juges ne sont pas d'accord entre eux. Nous après c'est compliqué d'avoir une position. Donc nous allons d'abord aborder donc, la fin du détachement. Voilà, donc un petit rappel sur ce qu'est le détachement. Donc il permet à un fonctionnaire de bénéficier d'une mobilité, suivie éventuellement d'une intégration. Il est placé hors de son cadre d'emploi, mais il continue toutefois à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Donc par principe, tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il peut s'agir donc d'un fonctionnaire d'une autre fonction publique, qui vient de l'État, de l'hospitalière ou même de, par exemple, la mairie de Paris. Et de même, un fonctionnaire territorial peut être recruté au sein d'une collectivité par le biais du détachement. Alors, les conditions de réintégration diffèrent selon deux principaux critères. Donc, la nature du détachement, nous allons le voir en détail, d'office, discrétionnaire, de droit, ou même des cas spécifiques. La durée, qui est donc soit courte, c'est-à-dire inférieure ou égale à 6 mois. Et ça, c'est important, la notion de courte durée, on va y revenir tout à l'heure, ou de longue durée dans la limite de 5 ans et qui est toutefois renouvelable. Et d'autres conditions spécifiques concernant l'échéance, et comme le évoquait Aurélien tout à l'heure, donc soit à terme échu ou soit par anticipation. Donc nous allons voir d'abord la réintégration à terme échu. Ça c'est le tableau que vous avez à votre disposition, je précise, comme ça vous pourrez vous y référer et nous poser. Vas-y. Donc, le détachement est toujours prononcé au départ pour une durée déterminée. Il prend normalement fin au terme initialement prévu ou bien au terme du renouvellement s'il y a un renouvellement. Donc, le détachement de courte durée inférieur ou égal à 6 mois. Est-ce que c'est bien net, le tableau ? Donc, pour un détachement de courte durée, il faut savoir que la réintégration est obligatoire dans l'emploi occupé antérieurement.
Donc nous allons voir tout à l'heure comment on peut faire pour le remplacement. Donc le fonctionnaire placé en position de détachement pour stage ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps ou cadre d'emploi. Et concernant le détachement de longue durée, donc toujours à terme échu, donc cette fois supérieur à 6 mois et jusqu'à 5 ans, il y a une réintégration dans son grade, échelon et ancienneté d'origine, et la réaffectation prioritaire, puisqu'il est fonctionnaire, dans un emploi correspondant à son grade. Et c'est là que ça commence à se corser. Si un emploi est vacant, pas de problème, réaffectation à la première vacance ou éventuellement une création d'emploi correspondant bien sûr à son grade. Si aucun emploi n'est vacant à la fin du détachement, il y a réintégration et maintien en surnombre pendant 1 an. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintien en surnombre? Eh bien, en fait, ça veut dire que la collectivité, elle a l'agent à sa charge. Au-delà de cette année, il est éventuellement pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion. Alors, c'est l'un ou l'autre de ces instances suivant la catégorie et la filière de l'agent. Ensuite, si le fonctionnaire refuse, tu peux venir, Audrey ? Pardon. Si le fonctionnaire refuse le poste, cette fois, il est mis en disponibilité d'office, sans rémunération ni allocation de retour à l'emploi, dans l'attente de la vacance d'un poste, et ce pour une durée maximale de 3 ans. Il y a toutefois possibilité de prolongation de la disponibilité jusqu'à 3 propositions d'emploi. Si le fonctionnaire refuse 3 postes, correspondant toujours à son grade, il est soit admis à la retraite s'il remplit les conditions, ou soit, s'il n'a pas droit à pension de retraite, il va devoir être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Et si le fonctionnaire n'est pas titularisé après un détachement pour stage, il est réintégré dans son emploi antérieur. Thomas, là-dessus, pour l'instant, c'est... Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là? Quand vous dites réaffectation prioritaire sur les emplois correspondant au grade, ça veut dire qu'éventuellement on peut mettre sur un autre grade? Ah non, c'est prioritaire, c'est quoi? Excusez-moi. Prioritaire, ça veut dire... Prioritaire, ça veut dire que le fonctionnaire va être prioritaire par rapport à un agent contractuel. Ou un agent, par exemple, vacataire. Généralement, c'est des contractuels. C'est-à-dire que même dans l'esprit de l'ancienne loi de 84 et maintenant le Code général de la fonction publique, en fait, il faut toujours garder à l'esprit que pour un recrutement, c'est toujours le fonctionnaire qui a priorité. C'est toujours ça dans l'esprit de la loi, même s'il y a de plus en plus de recours à des contractuels, ça reste quand même la norme, on va dire, en tout cas jusqu'à ce jour, ça reste la norme générale de privilégier toujours un fonctionnaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention lors du recrutement. Oui, parce que s'il y a pas d'anticipation, il faut mettre fin au contrat du contractuel. Alors voilà, nous allons voir, et c'est là où ça devient compliqué. Je rebondis sur ce que vous disiez parce que ça rappelle un débat qu'on a eu avec Laurence, alors débat courtois, rassurez-vous, parce que sur une même phrase, on peut avoir des interprétations divergentes. Et c'est ça qui fait la jurisprudence. On verra tout à l'heure, mais j'anticipe parce que je rebondis, quand on dit un agent contraint de disponibilité est repris dans les 3 premières vacances, sur un des 3 premiers postes vacants. On peut avoir 2 interprétations. Soit on dit l'agent a le droit de refuser les 2 premiers postes, mais il n'a pas le droit de refuser le 3e. Soit on dit la collectivité a le droit de ne pas lui proposer les 2 premiers, mais doit lui proposer le 3e.
peut-être je dis simplement, les agents sont repris à une des 3 premières vacances d'emploi. Et c'est là où Laurent s'est un peu gratté la tête, parce que je lui dis, regarde ce que dit la jurisprudence, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'entre la collectivité qui dit, bah monsieur, ok, vous revenez, mais bon, c'est que la première vacance d'emploi, j'ai le droit de ne pas vous le proposer, ou est-ce que je dois vous le proposer, et c'est l'agent qui a le droit de refuser. Donc on reverra tout à l'heure, mais c'est pour vous dire que selon les mêmes termes, on peut avoir des interprétations différentes. C'est pour ça qu'on essaye d'être le plus clair possible sur des choses qui ne le sont pas. Voilà. Est-ce qu'un agent en détachement reste au tableau des effectifs? Alors, il reste au tableau des effectifs, mais après, tout dépend de la durée du détachement. C'est-à-dire qu'en fait, il sera marqué soit vacant, soit pourvu. Par exemple, s'il est de courte durée, il n'est pas vacant. C'est pour cela que, mais ça on va le voir tout à l'heure, c'est pour cela que vous pouvez recruter un contractuel, là, enfin on va voir dans quelles conditions, mais l'emploi n'est pas vacant. Par contre, de longue durée, l'emploi... Et par contre... Il faut faire attention. Comment? Non, non on en a parlé hier. Ça, on le fera tout à l'heure en détail. On en a parlé hier, mais effectivement, il faut quand même avoir un état des agents qui sont en dispo. Je connais des collectivités qui ne savent pas des agents qu'ils ont en disponibilité ou en détachement. Parfois, comme c'est long, je vous dis ça sûr qu'ils le découvrent au moment où l'agent revient. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un état. Il est toujours en table des effectifs, il n'est pas remplacé. Oui, c'est pas une obligation. Mais il faut savoir ce que vous allez faire s'il revient. Mais on va voir la dispo tout à l'heure. Alors, maintenant, donc, la réintégration anticipée. Alors, ça veut dire donc avant le terme normalement prévu. Alors, il peut prendre fin selon différentes modalités. Nous allons voir d'abord à la demande de l'agent. Donc, si un emploi est vacant, là encore, pas de problème. Réintégration dans son cadre d'emploi, dans son grade, échelon, ancienneté, et réaffectation prioritaire dans les services. Donc, ça veut dire qu'il est toujours sur son grade, mais il peut être très bien dans un autre service que celui qu'il a quitté. En l'absence d'emploi vacant, donc là encore, il y a une mise en disponibilité d'office. Donc, l'agent cesse d'être rémunéré jusqu'à sa réintégration sur l'une des 3 premières vacances dans son grade. Étant considéré comme involontairement privé d'emploi, il peut avoir droit aux allocations chômage s'il en remplit bien sûr les conditions. Au terme de la date du détachement, donc c'est-à-dire initialement prévu, réintégration et réaffectation à la première vacance ou création d'emploi. Sinon, maintien en surnombre pendant 1 an, donc à la charge de la collectivité, puis là encore, il y aura une prise en charge soit par le CNFPT, soit par le centre de gestion. Donc là, j'ai regardé dans les textes, il n'y a aucun avis de préavis, pardon, aucun préavis de préciser. Voyons maintenant à la demande de l'administration ou organisme d'accueil. Cette fois, le préavis est de 3 mois, c'est-à-dire que l'organisme d'accueil doit informer la collectivité d'origine 3 mois à l'avance. Si un emploi est vacant, réintégration toujours dans un emploi du grade. En l'absence d'emploi vacant, l'organisme d'accueil doit le rémunérer jusqu'à la fin prévue du détachement. Et s'il y a une faute grave commise par l'agent donc dans sa collectivité d'accueil, là, par contre, le détachement prend fin immédiatement. Voilà, donc oui, il y a toujours des points épineux. Il sera mis en disponibilité. Là, en fait, il n'y aura pas de rémunération, puisque l'agent aura commis une faute grave. On va considérer que c'est comme si c'était à la demande de l'agent, en fait. Et dans ce cas, puisque le détachement prend fin immédiatement, il est réputé
réintégrer son administration d'origine. Et pour aller un petit peu plus loin, c'est pas un vide juridique, on en a parlé hier encore avec Maître Glénard, parce que j'ai un point régulier avec les avocats, puisque là, dans ce cas-là, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire n'est plus la collectivité d'origine, ce qui fait que la collectivité d'origine ne pourra pas prendre en compte la sanction qui aura été mise par la collectivité d'accueil, mais devra réintégrer l'agent comme si c'était à la demande de l'agent. Et là, on revient emploi vacant ou pas d'emploi vacant. S'il n'y a pas d'emploi vacant, eh ben, ça reste, l'agent reste non rémunéré. Mais ça reste un souci puisqu'on a un autre dossier là-dessus que j'évoquais. Et il me disait, mais non, en fait, vous voulez sanctionner un agent, il suffit qu'il mute, il échappe à la sanction. Parce que la collectivité d'accueil n'aura pas le pouvoir disciplinaire sur cet agent-là et la collectivité d'origine ne l'a plus non plus. Donc je dis, un agent qui ne veut pas être sanctionné, en fait, il a juste à partir. Dans les faits, oui. Et un agent qui aurait commis une faute grave dans sa collectivité d'accueil, la faute, elle concerne uniquement son lieu de détachement. C'est-à-dire qu'en fait, la collectivité d'origine, elle n'aura rien à voir avec ce qui se sera passé dans la collectivité d'accueil. La réintégration anticipée peut avoir lieu aussi à la demande de l'administration d'origine. Donc, si un emploi est vacant, bien entendu, réintégration dans un emploi du grade. En l'absence d'emploi vacant, l'organisme d'accueil, doit continuer de rémunérer l'agent jusqu'à la fin prévue du détachement. Si l'agent est réintégré malgré l'absence d'emploi vacant, il y a rémunération à la charge de l'administration d'origine. Là encore, aucun préavis n'a été précisé dans les textes. Donc on a eu un cas qu'on a traité il y a 2-3 ans, tu te souviens, Laurence, un agent technique qui est à la ville de Reims, qui était détaché sur un poste d'agent administratif dans une commune de l'Aube. Je pense que ça a duré à peu près 15 jours avant que ça clash avec le maire. Et en fait, là, c'était presque d'un commun accord qu'il voulait mettre fin au détachement, sauf qu'il fallait bien que je sache si c'était à la demande de l'agent ou à la demande de la collectivité d'accueil. Donc pour le coup, c'était vraiment à la collectivité d'accueil de mettre fin au détachement. Ce qui veut dire que la collectivité d'origine m'avait envoyé un beau message en me disant « mais c'est à la collectivité d'accueil de continuer à le rémunérer faute d'emploi vacant ». Je m'étais déplacé à Reims pour me dire « vous n'allez pas me faire croire qu'à Reims, il n'y a pas un poste d'agent technique vacant au tableau des effectifs ». Donc ils m'ont dit non. Donc l'agent a pu être réintégré comme ça. Mais il m'avait bien cité les textes à l'époque, et c'est vrai que c'est la commune de l'Aube qui, s'il n'y avait pas eu de poste vacant à la ville de Reims, aurait dû continuer à rémunérer l'agent jusqu'à la fin normale du détachement. Donc là, on a pu s'en sortir parce qu'objectivement, en plus, ils étaient en mutualisation. Donc j'ai dit entre le Grand Reims et la ville de Reims, un poste d'agent technique, je pense que ça doit se trouver. Et effectivement, il l'avait trouvé. Mais sinon, il aurait fallu que je dise à la petite commune de l'Aube, vous allez devoir payer l'agent qui n'est plus chez vous, puisque c'est vous qui avez mis fin au détachement. Mais là, comme je vous disais tout à l'heure, vaut mieux avoir les règles du jeu au moment où l'agent parle. Vas-y. Juste une petite précision donc, sur le classement à la réintégration. Donc, le principe de base, c'est la réintégration dans son grade, à son échelon et ancienneté qu'il avait atteint dans son corps d'origine. Si c'est plus favorable, toutefois, prendre en compte donc, le grade et l'échelon atteint dans le corps ou cadre d'emploi de détachement. La réintégration est à équivalence de grade et à l'échelon. Alors, c'est l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui du détachement. Et puis donc, précision, lorsque le cadre d'emploi d'origine n'a pas de grade équivalent à celui détenu dans celui de détachement, la réintégration est effectuée, alors c'est un peu compliqué, au grade dont l'indice terminal est le plus proche de l'indice terminal du grade de détachement. Et là encore, échelon égal ou immédiatement supérieur. Là, voilà, vous revenez vers nous dans ces cas-là. Voilà. C'est juste pour... voilà.
Là-dessus, on apporte une plus-value réelle. Hein. Parfois, on pose la question, mais là, pour le coup, on a nos logiciels informatiques qui nous permettent d'aller plus vite. Comme qui dirait, quand on arrive à la fin de la phrase, on ne se rappelle plus du début. Voilà, c'est pas grave. Je vous donne la règle, mais ça, on le fera. Un petit point sur la question ce matin, d'ailleurs. Un petit topo également sur le détachement d'office, car il y a ce cas spécifique, hein, régi par le décret de 2020, alors qui met en application donc un nouveau type de détachement d'office. C'est instauré donc par la loi de transformation de la fonction publique, qui dit que lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public gérant un SPIC, un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office, bien sûr, hein, s'ils sont d'accord, hein, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil. Alors, la durée du contrat, hein, c'est généralement une convention, hein, ça peut être à longue durée. Donc, cette fois, il sera sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l'organisme d'accueil. Alors, pourquoi un CDI ? Bien parce qu'en fait, il n'y a pas de fonctionnaires dans les organismes de droit privé. Enfin, qui ne sont pas en tout cas tels qu'on l'entend des organismes de droit public. Hein, c'est par exemple dans le cadre des DSP. Bon, on ne va pas entrer dans le détail. Simplement, donc, ce détachement d'office concerne uniquement les fonctionnaires titulaires. Et si c'est un agent contractuel, bon là c'est pareil, hein, on vous l'indique, hein, mais c'est pas non plus, voilà. Les agents contractuels donc sont transférés d'office en application d'un article du Code du travail. Pourquoi on fait appel au Code du travail? Parce que quand il y a un vide juridique en matière de RH de droit public, eh ben, on se calque sur le Code du travail, hein, qui est bien sûr privé, mais à défaut d'autre chose, voilà. On en fait pas mal dans le cadre de DSP, dans le cadre de reprise d'activité d'association aussi, ça arrive. Une association avait certaines missions et on reprend les missions de l'association. Donc ça peut être dans un cas comme dans un autre. Là, on a deux dossiers sur lesquels on était en régie, puis on est passé en DSP. Et de DSP, on est revenu en régie. Et après, ça va dépendre du type de DSP. Il y en a 3, affermage, concession, régie intéressée. Mais bon, on fera peut-être un jour sur cette notion d'externalisation. Oui. Des services publics et des conséquences. On travaille dessus. Et là, je vous dis, là, par contre, plutôt qu'on est en train de travailler autour de gestion, là, on peut apporter vraiment une plus-value lorsqu'il y a ces missions-là. Là, on a 2 dossiers. Bon, un dossier, il faut vraiment qu'on se mette dessus, Audrey. Tu sais lequel je parle. Ils sont passés en DSP, ça se passe mal, ils veulent revenir en régie. Donc, les agents qui avaient été détachés d'office, faut les redétacher, arrêter le détachement. Donc voilà, ça se fait pas à droit constant. Mais on fera peut-être. C'était vraiment une petite parenthèse sur le détachement d'office. Donc là les agents n'ont pas le choix. Hein. Donc du coup, ils auront un contrat, mais cette fois donc de droit privé, hein, qui reprendra les clauses substantielles du contrat d'origine et notamment bien sûr en matière de rémunération. Et en cas de refus, voilà, c'est pour ça que l'on disait peuvent être détachés d'office, hein, c'est-à-dire ça implique l'accord de l'agent. Et donc, en cas de refus, bien sûr, là, le contrat prend fin de plein droit et la personne morale applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. Voilà, on fera peut-être un point au début de l'année prochaine, mais pour ceux que ça concerne, parce qu'en matière de DSP, ce qui est compliqué, c'est la gestion du tableau des effectifs, puisque quand une collectivité délègue un service public, il ne faut pas qu'elle supprime les emplois de son tableau des effectifs, parce que ça pose des soucis, notamment en cas de congé de maladie ordinaire. On le glace actuellement. Oui, c'est très complexe. Donc, voilà. Parce qu'en fait, il y a certaines clauses juridiques qui relèvent de l'organisme d'accueil et d'autres qui sont calquées sur l'administration d'origine. Alors ça, c'était la partie simple. On va passer à la partie compliquée. Alors maintenant, la disponibilité. Vous êtes prête? Allons-y. Alors, quelques rappels. Donc, par rapport au tableau du début, donc ça fait partie d'une des positions administratives du fonctionnaire. Alors, donc, un fonctionnaire en disponibilité est placé hors de son administration, il cesse son activité dans la fonction publique pour différents motifs que nous allons voir, mais
Pour autant, il reste fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il garde toujours juridiquement le lien avec sa collectivité d'origine. Ce que je n'aime pas, c'est le discours de l'agent qui va dire « je suis fonctionnaire, je vais me mettre en disponibilité pour convenance personnelle, pour telle ou telle raison, et je reviendrai quand je voudrais, je retrouverai ma place ». Ça, il faut mettre fin à ce discours-là, parce que je l'entends, y compris parfois par des formateurs. Notamment, ils disaient « non mais, ouais, j'ai entendu des formateurs qui disaient « mais en gros, bah, prenez une dispo, montez votre boîte, puis si ça ne marche pas, bah, vous retrouverez votre poste ». Non, c'est pas si simple que ça. Il existe... Ah oui, ça met de la couleur. Oui. Il existe deux grands types de disponibilité. La disponibilité d'office, c'est-à-dire prise sur décision de l'autorité territoriale, ou bien la disponibilité donc sur demande de l'agent, qui peut être elle aussi donc soit de droit, soit discrétionnaire. Discrétionnaire, ça veut dire sous réserve des nécessités de service. C'est à la discrétion, c'est-à-dire à la volonté de l'employeur. Tout d'abord, la disponibilité d'office. Elle a lieu, donc, soit à l'expiration des droits à congé maladie. Alors, congé maladie, c'est-à-dire prise en charge, soit pour exercer certaines fonctions, par exemple de membre du gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, Sénat ou Parlement européen. Également, en cas d'impossibilité de l'administration d'origine de réintégrer le détachement, un agent dont le détachement prend fin, par anticipation, comme on vient de voir à l'instant, ou bien donc à l'expiration ou en cours d'une période de détachement ou de congé parental, en cas de refus par l'agent d'un emploi de son grade. Pour les membres du gouvernement, ça peut être de très courte durée en ce moment. Alors, la disponibilité sur demande de l'agent, mais de droit. On ne peut pas le refuser. Voilà, c'est-à-dire, voilà, l'employeur ne peut pas le refuser. Donc, pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans, pour suivre son conjoint, donc mariage ou PACS, lorsque ce même conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, donc pour des raisons professionnelles, en un lieu géographique éloigné du lieu d'exercice des fonctions, pour donner des soins, soit un enfant à charge, un conjoint, un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie, ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. Ce peut être également pour exercer un mandat d'élu local pendant la durée de son mandat, et enfin pour se rendre donc dans un dom-tom ou à l'étranger en vue d'adoption d'un enfant. Donc la disponibilité d'office pour les membres du gouvernement et mandats nationaux et élus locaux, c'est sur demande mais de droit. Il y a quelques petites différences là-dessus. La disponibilité sur demande de l'agent, mais sous réserve des nécessités de service, donc ça peut être pour créer ou reprendre une entreprise, pour études ou recherches présentant un intérêt général, et enfin le plus courant, c'est pour convenance personnelle. C'est pareil, si on refuse, il faudra le motiver pour un intérêt du service. On trouve assez bien la nécessité de service, mais encore faut-il l'écrire. Je vous le refuse pour tel motif. Alors, avant de voir la fin de la disponibilité, nous voudrions faire un point sur la procédure. Alors, comme le vous disait Aurélien tout à l'heure, c'est très important d'anticiper le retour de l'agent. Parce que laisser un agent partir, c'est toujours facile. Par contre, il faut toujours anticiper l'éventuel retour. Puis des fois, on est content qu'il parte. Oui, il part en dispo, il n'y a pas de souci. Il faut peut-être nous dire, non, je te refuse ta dispo, je préfère que tu mutes. Au moins, on est sûr qu'il ne revient pas. Alors, voilà, donc concernant la procédure, c'est d'abord à l'initiative de l'agent qui s'adresse à son employeur, donc il doit adresser, alors il est dit dans un délai raisonnable, il n'y a pas d'autre précision, dans un délai raisonnable, donc un courrier avec demande d'accusé de réception, en précisant le motif de sa dispo, la date à laquelle il veut partir, ainsi que la durée.
et le cas échéant, il doit joindre des justificatifs. En retour, l'autorité territoriale répond à l'agent, cette fois dans un délai de 2 mois maximum, notamment au regard de la compatibilité. Par exemple, s'il souhaite exercer une activité professionnelle, l'employeur doit s'assurer qu'il y a compatibilité entre l'activité envisagée par rapport à son activité exercée au sein de la collectivité. Il doit regarder notamment s'il n'y a pas collusion d'intérêts publics-privés. Normalement, il ne doit pas se servir de ses fonctions qu'il exerçait dans sa collectivité pour s'en servir dans une activité professionnelle privée. Donc, voilà. Et donc, au regard de la compatibilité de l'éventuelle activité lucrative, il sera exercé pendant les 3 premières années de la disponibilité. C'est-à-dire que sur les 3 premières années, l'employeur peut régulièrement vérifier si l'agent n'utilise pas les données qu'il avait dans son activité publique pour s'en servir dans le privé. Il peut imposer aussi un préavis de 3 mois maxi à compter de la notification de la demande. Suite à cela, eh bien, une des conséquences, donc ça peut être donc prise de l'arrêté et notification à l'agent, donc la prise de l'arrêté de placement en disponibilité, puisque l'agent change de position administrative, sachant que les demandes de disponibilité sur demande dès 2 mois ne peuvent pas être refusées et aucun délai de préavis imposé. Mais bon, voilà, il faut agir ainsi puisque c'est la procédure juridique. Dans l'autre cas, l'autorité territoriale refuse la demande de dispo sous le motif, comme le disait Aurélien, donc sous réserve des nécessités de service, mais qui doivent être motivées puisqu'il y aura saisine de la CAP. Ce que j'aimerais bien, mais je viens d'y penser, donc ça va te faire du travail, Laurence, c'est pas grave, ce serait, mais ça vous verrez, qu'on vous mette en ligne les procédures de réintégration de façon à annexer à l'arrêté, mais de façon purement informelle, les conditions de retour. C'est-à-dire dans l'arrêté, vous aurez le motif, vous aurez la durée. Oui. Avec le motif et la durée, vous pourrez aller chercher une fiche, et à cette fiche, soit vous l'annexez, soit vous le donnez en plus, etc., mais de façon très transparente avec l'agent. Donc voilà comment va se passer la réintégration. Est-ce que vous devez le préavis, pas le préavis, et qu'on fasse une fiche disponibilité pour convenance personnelle, disponibilité pour etc. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais au moins c'est même transparent avec l'agent. Ça permettrait d'assurer l'employeur effectivement. Et comme ça, l'agent ne pourra pas dire « Ah, je ne savais pas que s'il n'y avait pas d'emploi vacant, je serais maintenu en dispo et que j'aurais plus d'argent. » Parce que souvent c'est ça. Ça une sécurité. J'ai eu le cas d'un agent qui dit « Mais moi je veux juste manger, je veux juste qu'on me trouve du boulot parce que j'ai essayé de monter mon truc et ça ne fonctionne pas. » Mais je dis « Mais tu es parti pour une disponibilité pour convenance personnelle, tu veux revenir au bout de 3 ans mais il n'y a pas de poste. » Tu attends qu'il y ait un poste vacant. Et parallèlement, j'avais l'employeur qui me disait, le problème c'est qu'il me bloque tous mes recrutements, parce qu'en fait, j'ai pas envie de le reprendre, mais tant que je le reprends pas, je peux prendre personne d'autre, parce qu'il est prioritaire sur son cadre d'emploi. Donc je dis au moins si les règles du jeu sont bien fixées dès le départ, en disant j'ai mon arrêté, dans l'arrêté il y a le motif, etc., ce serait peut-être un truc à travailler ensemble. Ouais. Après, voilà, c'est une idée que je viens d'avoir. Mais... Ouais. Merci, Aurélien. Des fois, c'est perdre du temps à un instant pour en gagner plus tard. Bien sûr. Alors, on se pose la question et on gagne, mais au moins, ça nous évite des réponses, je pense, au gestionnaire carrière, en disant, écoutez, dès l'arrêté, vous aviez annexé pour les employeurs et pour les agents aussi, que souvent, ils se rendent compte du truc à la fin. Ouais. Comme vous dites, au regard de la compatibilité des éventuelles activités. Compatibilité. Est-ce qu'il faut saisir le référent déontologue dans ce cas-là ? Vous pouvez. C'est une possibilité. Parce que vous pouvez avoir... Non, je conseillerais de le faire. Alors, c'est moi le référent déontologue dont vous allez me donner du travail, mais dès lors qu'il y a une suspicion sur un conflit d'intérêts, vous devez saisir le référent déontologue, quitte à ce qu'on vous dise il n'y a pas de souci. C'est la collectivité qui prend la responsabilité, vous pouvez vous appuyer sur un avis que vous pouvez produire. Donc là-dessus,
justement, on travaillait sur les conflits d'intérêts. Je ne sais pas si j'avais fait une intervention, y compris devant les élus, sur la responsabilité pénale des élus locaux et des agents publics, parce que je rappelle que le conflit d'intérêts, au sens de la loi de 2013, c'est toute situation d'intérêt, tout conflit d'intérêt de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice impartial d'une fonction. C'est large. Surtout le paraître influencer, c'est très large. Et ça, c'est du pénal. Donc, je vous conseille quand même très fortement, je dirais presque que c'est obligatoire. Ensuite. Alors, pendant la disponibilité, donc l'agent et l'autorité territoriale ont chacun des démarches, des obligations. Pour sa part, l'agent doit informer, bien sûr, son autorité territoriale de l'exercice d'une activité lucrative. Le cas échéant, il devra joindre les justificatifs de cette activité avant le délai fixé par l'autorité territoriale s'il souhaite bénéficier de la conservation de ses droits à avancement. Il devra justifier sa situation à tout moment, bien sûr celle-ci devant correspondre au motif de la disponibilité accordée. Il doit, ça paraît logique, mais effectivement ça va mieux en le disant, donc fournir ses coordonnées postales et téléphoniques ainsi que son adresse mail afin que sa collectivité puisse le contacter. Comme je vous le disais tout à l'heure, il garde tout de même un lien juridique avec sa collectivité d'origine, donc il doit pouvoir être contacté le cas échéant. Et s'il change d'adresse, bien sûr, il doit en informer son employeur d'origine. Si la durée de la dispo est supérieure à 3 mois, il doit faire sa demande de renouvellement ou de réintégration au moins 3 mois avant le terme de la disponibilité. Hein, c'est important de respecter ces 3 mois. Hein, la personne ne peut pas dire tiens, ça ne marche pas ce que je faisais, j'en ai marre, allez, je fais une lettre, le mois prochain, non. Il y a des délais à respecter pour que son employeur, justement, puisse prendre le temps de se retourner et d'anticiper son retour. Je vais juste rebondir sur le référent déontologue, parce que je réfléchis en parlant, ça m'arrive. Vous pouvez aussi demander que ce soit l'agent qui saisisse le référent déontologue et qui vous produise l'avis au moment de sa demande de disponibilité. Puisque moi je réponds aux employeurs comme aux employés. Donc vous pouvez dire dans les conditions pour que je puisse répondre favorablement, mettez-moi l'avis du référent déontologue, puisque notamment moi ça peut m'arriver de faire un avis favorable mais avec des réserves, sous réserve d'un arrêté de déport, sous réserve. Je ne sais pas, imaginer une disponibilité pour faire une entreprise, l'agent il est agent technique aux espaces verts et il se met en dispo pour monter sa boîte d'espaces verts. Je vais dire vous n'allez pas travailler pour votre collectivité. Puisque là, il y aura un conflit d'intérêts. Vous n'allez pas démarcher dans votre collectivité. Donc là, je vais dire oui, sous réserve de toc, toc, toc. Et on verra après, je crois que je le mets, s'il ne respecte pas les conditions dans lesquelles la disponibilité. Oui, On a 2 mois. De quoi? Oui. Oh, je vais vite. Alors, l'exemple que Aurélien vient de prendre concernant l'agent technique, nous l'avons vu. Un agent, enfin là, il n'est pas en disponibilité, mais il exerce une activité accessoire. Attention, il faut être bien carré par rapport à cette situation, parce que par exemple, il est agent des espaces verts de sa collectivité, bon, très bien jusque-là, mais en activité accessoire, il va être paysagiste. Attention qu'il, d'une part, ne travaille pas dans le privé sur ses horaires de travail et qu'il n'utilise pas le matériel technique de la commune. Hein, donc voilà, ça c'est des situations qui peuvent être confuses. Donc juste pour terminer là sur ce chapitre, donc si aucune demande ne parvient, donc une demande de réintégration ou de renouvellement, ne parvient à l'employeur à l'issue de la disponibilité, l'agent peut être directement radié des cadres après avoir reçu une mise en demeure. Donc c'est important et l'agent normalement doit jouer le jeu. Hein, s'il change d'adresse, eh bien de toujours informer son employeur d'origine de ce changement, parce qu'il doit pouvoir être contacté.
de par justement le lien qu'il conserve. C'est pas forcément évident à comprendre pour une personne qui se met en disponibilité pour exercer, qui a un projet et qui veut exercer une activité professionnelle, c'est pas forcément évident à comprendre qu'elle dépend quand même toujours administrativement de son employeur. Hein, donc, normalement, l'agent doit être réglo pour sa part. Quant à l'autorité territoriale, elle a, elle aussi, des démarches que l'on conseille vivement. Elle apprécie, donc on y revient, mais sur la compatibilité. Elle vérifie qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts avec l'activité lucrative au regard des fonctions qu'il avait exercées. Donc ça, elle doit toujours apprécier la compatibilité pendant les 3 premières années de disponibilité. Elle peut le faire. Elle peut également faire procéder à des enquêtes afin de vérifier que cette activité correspond réellement aux motifs pour lesquels l'agent a été placé en dispo. Et elle s'assure, on revient dessus, mais c'est important, donc d'avoir à jour les coordonnées de l'agent afin de pouvoir le contacter. C'est-à-dire que là, on peut lui demander déjà un état de son contrat de travail, on peut demander à l'administration fiscale le montant de ses revenus. Ah oui, oui, vous pouvez le faire par le comptable public, oui, tout à fait, puisque, par exemple, quand vous avez un agent qui cumule un emploi sans autorisation, le Code général de la fonction publique dit bien que vous pouvez d'une part avoir une procédure disciplinaire et en demander ensuite le remboursement des sommes qu'il a perçues au titre d'une activité non autorisée. Donc je me suis renseigné pour savoir mais comment on fait puisque l'activité non autorisée, je ne sais pas comment on peut être lucratif. Il faut saisir le comptable qui saisit l'administration fiscale, puisque ça s'appelle un détournement de fonds et qui va ensuite pouvoir émettre des titres de recettes. Donc ça c'est vraiment entre le comptable et voilà, il faut avoir un motif raisonnable de penser que. J'ai eu le cas aussi pour quelqu'un qui était en dispo dans son rémunération et qui avait une activité qu'il mettait sur les réseaux sociaux. Donc là, on a un motif légitime de penser que, et là, à ce moment-là, il faut diligenter ce type d'enquête. Alors, c'est pas forcément très agréable ni très commode. Très souvent, faut déjà envoyer un premier courrier à l'agent pour dire on est au courant que. Après, je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est la possibilité qu'on a par les textes. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours avec de l'argent public et donc par définition, le comptable public peut le mettre en place. Là, je passe sur vas-y. Voilà, donc nous allons voir maintenant le remplacement d'un agent en disponibilité. Donc, en fonction des besoins et des nécessités de service, la collectivité peut décider de remplacer ou non l'agent en disponibilité. Alors, donc là, très important parce que ça, nous le voyons souvent donc, au pôle statut carrière, l'agent par disponibilité et la collectivité se dit, eh bien, il y a un contrat de remplacement, je vais pouvoir recruter un contractuel. Donc attention parce que l'article du CGFP, l'article L332-13, donc relative au contrat pour remplacement d'un agent momentanément indisponible, il précise bien que ce sont pour les, alors en l'occurrence les détachements ou les disponibilités de courte durée. De courte durée, c'est-à-dire là, c'est pour les agents uniquement qui sont en disponibilité. Oui, détachement, mais là, c'est en dispo. Donc, maximum 6 mois, la durée. Maxi 6 mois. Là, vous pouvez faire effectivement un contrat de remplacement par rapport à votre question de tout à l'heure sur le tableau des effectifs. L'emploi n'est pas vacant, l'agent est momentanément indisponible. Je peux le recruter sur le contrat donc, du 332-13. On pourrait très bien en faire 2. Remplacement de 6 mois, ça fait l'année dispo. Alors, oui, mais oui, vous pourriez, mais après, c'est là où ça devient complexe parce que ce n'est plus de courte durée.
Mais après, pour les préparer contractuels, s'ils n'ont pas créé l'emploi, les patrons, étant donné qu'ils n'ont pas de préavis, etc., c'est compliqué. Et ben voilà, c'est compliqué. Alors surtout pour l'agent contractuel, sur l'agent contractuel, vous faites surtout une date de fin de recrutement. Hein, ça peut être jusqu'à la date des 6 mois prévus, mais ça peut être aussi moins. Vous pouvez très bien faire un contrat sur 3 mois d'un contractuel, puis le renouveler. Ça n'a pas d'importance. Cet article-là, c'est le même principe que, par exemple, un agent qui serait en congé maladie. C'est-à-dire, ça rentre dans les cas de momentanément indisponible, ou il peut être aussi en congé annuel. Hein, ça, ce sont les mêmes dispositions. Donc, c'est important, d'une part, de bien mettre une date de fin de recrutement sur le contrat et de bien vérifier que c'est bien. Et normalement, par rapport à votre question, c'est pareil, normalement, on peut réfléchir à un projet et qui veut s'absenter plus longtemps, et bien à ce moment-là, il faut peut-être revoir le motif de la disponibilité. Oui. Alors, après, madame me demandait par rapport à la courte durée, qui est de maximum 6 mois, et si l'agent fait un renouvellement de courte durée. Il n'y a pas de renouvellement sur les tâchements de courte durée. C'est l'article 20 du décret qui dit que c'est 6 mois non renouvelables. On ne peut pas le renouveler. Parce que si l'agent souhaite avoir à nouveau une absence par rapport à un projet, etc. Il refera un détachement, mais sur un autre motif. Il ne pourra pas refaire un détachement tout de suite de courte durée. Je crois qu'il y aurait une 18 mois là-dessus. Donc non, il ne pourra pas. C'est vraiment non renouvelable. C'est l'article 20 du décret, c'est non renouvelable. Et on revenir tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il dit je pars pour 6 mois et je reviens au bout de 3, si je n'ai pas de poste vacant, vous allez être maintenu en disponibilité, sans rémunération, jusqu'au terme normal. Vous m'aviez dit que vous partiez 6 mois. Moi, j'ai pris un contractuel sur 6 mois. Vous revenez au bout de 2 mois, le poste, il n'est pas vacant. Pendant que 4 mois, vous allez être maintenu en disponibilité d'office, donc sans rémunération et sans ARE, et vous ne pourrez pas le renouveler. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, l'agent remplaçant, vous pouvez le faire pour 3 mois, et puis au bout de 3 mois, si l'agent fonctionnaire n'est pas revenu, vous pouvez très bien le renouveler. Mais c'est vrai que c'est quand même prudent de faire des contrats de remplacement vraiment au maximum de la durée prévue. Et comme on disait, si l'agent a d'autres projets, dans ce cas-là, comme le disait Aurélien, le motif change. Ce n'est plus de courte durée. Alors, pour les autres disponibilités, c'est-à-dire des disponibilités de longue durée, le poste, cette fois donc au tableau des effectifs, il est considéré vacant. Mais ce n'est pas parce qu'un poste est mis vacant dans un tableau des effectifs qu'il faut absolument recruter quelqu'un. Il peut très bien rester en état. Hein? Donc, que peut faire l'autorité territoriale? Eh bien, recruter donc un fonctionnaire qui soit stagiaire et titulaire. Par dérogation, recours à un agent contractuel si aucun fonctionnaire ne postule sur le poste ou s'il ne correspond pas au profil recherché. Ou bien, c'est important de l'ajouter, aucun recrutement. Alors, attention, donc, dans le cas d'un recrutement d'un fonctionnaire, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit le retour éventuel de l'agent. Oui, dans le cas où on recrute un agent contractuel parce qu'on n'a pas trouvé de fonctionnaire pour le remplacement, oui, on peut prendre le motif agent momentanément indisponible. Non. Non. Pourquoi il ne sera pas momentanément indisponible? Parce qu'il est absent pour une durée supérieure à 6 mois. Et là, juridiquement, ce n'est plus de courte durée. Là, on est vraiment sur inférieur ou égal à 6 mois. Courte durée, contrat de remplacement possible. Si c'est une mission, par exemple, pour 8 mois, non, ce n'est plus la courte durée. Vous ne pouvez pas recruter sur le remplacement. Ah, c'est pas simple, hein? Non. On peut... Bon, pardon.
Donc les modalités de réintégration. Oui, au départ, c'était ça, le thème. C'est vraiment une modalité de réintégration. On pourra faire on peut parler une journée de la dispo. La réintégration n'est possible, alors ça, on le rappelle aussi, tout agent doit être apte physiquement à exercer les fonctions pour lesquelles il est recruté. Il va être recruté. Donc ça, c'est la première chose. Cette réintégration est différente selon le type de la disponibilité et de sa durée. Donc, nous allons voir pour chaque type de disponibilité son droit à réintégration. Alors, pour une dispo de droit d'une durée maxi de 6 mois, donc là, pour la réintégration, c'est l'emploi qu'il occupait auparavant. C'est pour ça qu'on recrute sur un contrat de remplacement bien fixé. Ensuite, pour une durée supérieure à 6 mois, pour une disponibilité de droit, il est réintégré donc à la première vacance sous création d'emploi correspondant à son grade. Une dispo pour convenance personnelle égale ou supérieure à 3 ans à l'une des 3 premières vacances d'emploi correspondantes à son grade. Et cette fois, en dispo pour convenance personnelle mais supérieure à 3 ans, le juge dit dans un délai raisonnable. Voilà. Après, quid du délai. On a eu le cas, alors déjà sur les 3 premières vacances, c'est le cas que je disais tout à l'heure, où on peut avoir un débat en disant voilà, est-ce que je peux lui proposer que le 3e, ou est-ce que pour moi c'est les 2, mais c'est l'agent qui peut refuser les 2 premières et pas le 3e, et c'est la collectivité qui peut ne pas lui proposer les 2 premières et le 3e. Et le délai raisonnable, en fait, je ne pourrais pas vous le donner parce que ça dépend de la taille de la collectivité. Le juge considère que effectivement une commune qui a 5-6 agents ne va pas avoir le même taux de rotation de vacances d'emploi qu'une collectivité qui a 1500 agents. Donc 1500 agents, il y aura des postes vacants réguliers, donc un délai raisonnable peut être de 6 mois, de 1 an. Il considère que voilà, je sais pas, la ville de Troyes qui n'aurait pas de poste vacant dans les 6 mois, 1 an, ça serait quand même louche. Par contre, la collectivité qui a 5 agents, parfois ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc il va regarder à chaque fois ce qu'on appelle une analyse in concreto et non in abstracto. Ça veut dire qu'il va regarder cas par cas s'il y a un motif raisonnable. Donc parfois, c'est mettre en place des procédures quand on sait que manifestement, on n'aura pas d'emploi dans un délai raisonnable, eu égard à la taille de la collectivité et les taux de vacances d'emploi qu'on peut constater sur les dernières années. Donc on est là sur une grosse collectivité de la Meuse. C'est vrai que, donc, pour résumer ce que dit Aurélien, ça va être beaucoup plus délicat pour une collectivité qui a très peu d'agents que pour une grosse collectivité qui a un turnover plus important et donc l'agent peut très bien, alors après tout dépend de la filière aussi, mais par exemple dans la filière administrative, technique, médico-social, animation, bon voilà, il y a quand même un turnover et l'agent peut retrouver un poste. Mais pour une toute petite collectivité qui a 2 ou 3 agents, ils ne devront pas quitter leur si vous avez une collectivité de 10 agents, dont un agent du patrimoine pour s'occuper de la bibliothèque, on peut considérer qu'il n'y aura pas de vacances d'emploi avant un certain nombre d'années. Donc on ne pourra pas, le délai raisonnable, il ne va pas être le même que, comme je disais tout à l'heure, l'agent technique qui est à la ville de Reims. On va avoir la même chose. Maintenant, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de poste vacant. Si aucun emploi n'est vacant. Alors, voilà. Si aucun emploi n'est vacant. Vous comprenez pourquoi je vous encourage à avoir une fiche au moment où l'agent part? Donc, oui. Oui. C'est indiqué que l'agent devait être apte forcément disponible. Oui. Oui. En fait, oui, c'est comme pour une première embauche. Et d'ailleurs, même un agent qui est recruté ensuite et qui fait sa carrière, il doit avoir une visite médicale régulière pour justement s'assurer qu'il est toujours apte physiquement. Alors, après, oui. Un agent qui prend une dispo pour convenance personnelle d'une durée de 5 ans. Oui. Il a demandé 5 ans de temps. Oui. Et il demande à réintégrer au bout de 3 mois de dispo. Il va en courte durée ou en intermédiaire? Alors là, on est toujours en longue durée, mais avec la réintégration. Demande de réintégration exactement anticipée. Là, on est en longue durée, mais l'agent a
changer subitement d'avis, mais il est juridiquement sur la longue durée. Il récupère son poste d'avant. Parce que qu'il est parti tout d'abord sur une longue durée. Donc là, voilà, juridiquement, il est bien dans cette position de la dispo longue durée, même si ça veut dire ainsi. Parce qu'il fait la demande. Oui. Mais après, il est dans le code de l'autorité territoriale. C'est-à-dire qu'on l'a intégré dans un modèle alimentaire. Alors, c'est pareil, il est parti 23 ans. Après, alors, depuis le juge, nous allons regarder dans la jurisprudence. C'est toujours compliqué. Parce qu'un agent peut faire une demande de, par exemple, courte durée, et ensuite enchaîner avec une demande de longue durée. Alors, en fait, courte durée, ça peut être pour un motif particulier. Après, si c'est par exemple pour reprendre une entreprise, Et s'il voit que ça fonctionne, courte durée, c'est pas tellement adapté. Après, il faut mettre d'abord au point avec la collectivité avant son départ, voir son projet, voir son domaine d'activité et voir si c'est vraiment acceptable, il dispose de courte durée ou bien s'il entre déjà dans la longue durée. Il faut déjà avoir la durée et le motif. C'est pour ça que je vous disais au préalable, ça peut être de courte durée, mais pour une convenance personnelle, ça peut être courte durée, mais enfin, de droit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer, et c'est pour ça qu'on essaie de faire un tableau avec plusieurs entrées, le motif, la durée, et dans quel cas ce sera. Mais ce qui est sûr, c'est que si on vous dit c'est pour de courte durée, c'est non renouvelable. Point, c'est tout. Après, on va regarder si le motif, il est vraiment réel. S'il dit, je continuais ma disponibilité, alors, on va plus passer sur, voilà, on va éventuellement sur la convenance personnelle. Par contre, ça va être d'autres règles du jeu, notamment sur la réintégration. C'est-à-dire que l'agent qui dit, je suis parti 6 mois, ok, je vous reprends, il n'y a pas de souci. Oui, mais maintenant, je vais repartir 2 ans. Ah, attendez, parce que quand vous allez revenir, ça ne sera plus les mêmes règles du jeu. Si j'ai pas de poste, vous allez être maintenu en disponibilité. On joue ou on joue pas? Parce que c'est ça, hein, c'est pour ça que quand je parlais de règles du jeu, c'est vraiment mettre le truc à l'agent. C'est-à-dire que je ne veux plus de discours en disant je pars en dispo, je monte ma boîte, si ça ne fonctionne pas, je reviens, toc toc, c'est moi. On en voit beaucoup. Non, vous revenez, s'il n'y a pas de poste, je ne vous reprends pas. Alors que si vous me dites c'est de courte durée, je vous reprends. Parce que pendant ce temps-là, j'aurais pu pallier votre remplacement ou alors le non-remplacement pendant plusieurs mois. Mais c'est pour ça que il faudra qu'on fasse vraiment des fiches qui soient annexées à chaque disponibilité. Bon, qui sait qu'avant des règles pareilles, ça... Donc voilà, vous voyez, on a essayé quand même de faire le plus clair possible. Voilà, vous pouvez donc regarder la disponibilité de droit de plus de 6 mois. Donc voilà, dans certains cas, et certains seulement, comme on a vu tout à l'heure, élever un enfant, donner des soins, suivre son conjoint. Là, plus de 6 mois, mais inférieur à 3 ans, il y a maintien en surnombre pendant 1 an. Avec toujours la priorité donnée lorsqu'un emploi devient vacant. Oui. Est-ce qu'un CDI Non. Non. Dans ce cas, pour les contractuels, c'est particulier, c'est un congé sans convenance personnelle. Congé sans solde qu'on trouve dans le privé. Congé sans solde, et comme la disponibilité n'existe pas pour les agents contractuels, voilà, on a le législateur définit, on va dire, ce type de congé sans solde. Congé pour convenance personnelle. Voilà, donc la collectivité doit proposer en priorité un emploi, elle étudie les possibilités d'intégration, etc. Et après 1 an, donc après ce maintien en surnombre, si elle ne peut pas le réintégrer, il y a donc une prise en charge par le centre de gestion. Et c'est pour ça que pendant cette année de maintien en surnombre, quand on dit elle étudie les possibilités de détachement ou d'intégration, c'est par exemple avec l'aide du CDG, l'appui du CDG ou du CNFPT. On essaye ensemble de trouver une solution pour la collectivité. C'est ça, étudier les possibilités.
Alors là, concernant donc la disponibilité de droit. Donc, si les gens que nous, on lui propose, que la commune d'à côté, elle aussi quelque chose qui correspond à son profil, etc., et que l'agent, il n'a aucun. Enfin, tout ça, on peut toujours lui envoyer, mais il a aucune obligation de nous répondre, de les regarder. C'est le dispositif du FNPE, justement. C'est un peu, il doit être en recherche d'emploi, mais comme je ne peux pas, par rapport au principe de libre administration, les collectivités, je ne peux pas obliger une collectivité à recruter. Parfois, ça peut être en nous, on fait tout pour éviter le système du FNPE. Alors après, quel est agressif? Ah, pour le maintien en surnom? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Non. Ah non. Non, là-dessus, non. Non. Le statut du fonctionnaire est très protégé. Non, parce que je vais répondre, mais comme c'est une disponibilité de droit, l'agent, à la limite, lui, s'il n'y a pas de poste, presque c'est pas de sa faute. C'est comme si vous lui supprimiez son emploi. Moi, on me supprime mon emploi au centre de gestion sans que j'ai fait de faute. Non, on ne va pas faire ça. Donc tu veux me supprimer tout court, je ne vais pas supprimer mon emploi. Et vous voyez, c'est vraiment protecteur là-dessus. Voilà. Donc, après, on reviendra sur la FFE, on fera peut-être un vendredi sur la FFE. C'est-à-dire que là, jusque-là, il est maintenu en surnombre pendant 1 an, et après 1 an, c'est là que, comme dit Aurélien, il est considéré comme FNPE, c'est-à-dire fonctionnaire momentanément. J'aime bien le momentanément. Ah ouais. Après, c'est dégressif maintenant. C'est plus comme on a eu quelques cas dans la presse, l'agent. Voilà. Fonctionnaire momentanément privé d'emploi. Alors, donc, c'est un récap de ce qu'on a vu, mais voilà. J'espère que c'est assez clair. Donc, la disponibilité de droit supérieure à 3 ans, ou bien celle sur demande, sous réserve des nécessités de service. Donc là, il y a un maintien en disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi soit créé. L'agent est considéré là encore comme involontairement privé d'emploi jusqu'à sa réintégration. Donc ensuite, soit à la date supposée de réintégration, si elle avait été faite au moins 3 mois à l'avance, donc il peut être réintégré, ou 3 mois après la date de demande de réintégration, si celle-ci n'avait pas été faite au moins 3 mois à l'avance. Ça veut dire que si l'agent s'y est pris trop tard et qu'il n'a pas respecté le délai des 3 mois, il devra quand même le faire, il ne pourra pas être réintégré à la date initialement prévue. Voilà, il devra attendre au bout de 3 mois. Et l'agent, là, donc du coup, comme il est involontairement privé d'emploi, il peut prétendre au versement des allocations chômage. Merci. Si un poste est vacant, mais que l'agent le refuse, tout ça, ce sont des récaps. Si un poste est vacant, mais que l'agent le refuse, il est placé donc en dispo d'office jusqu'à ce qu'un emploi correspondant soit vacant ou créé. Il n'est pas considéré comme involontairement privé d'emploi jusqu'à sa réintégration. Pourquoi? Parce qu'il le refuse. Il ne peut donc pas prétendre au versement des amendes. Et au bout de 3 refus, donc, le licenciement peut être envisagé après, bien sûr, avis obligatoire de la CAP. Alors là, je vous ai regroupé par thématique. Donc, disponibilité de droit pour raison familiale. Donc là, je vous ai marqué, vous aurez accès à ce diaporama sur notre site internet. Donc voilà, la situation est différente selon la durée. Donc, par exemple, vous voyez là, il y a des vides juridiques, puisque pour une disponibilité de droit pour raison familiale inférieure ou égale à 6 mois, c'est-à-dire de courte durée, normalement la réintégration est obligatoire, mais en l'absence d'emploi vacant, quid? Donc, c'est pour cela que, comme je vous le disais, il est important de recruter un contractuel, si vous voulez vraiment en remplacer, un contractuel sur ce fameux article concernant le remplacement, parce que jusqu'à 6 mois, l'agent fonctionnaire est réputé
réintégrer donc, son cadre d'emploi et réaffecter dans l'emploi qu'il a pu faire. C'est du droit pour raison familiale. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis la durée, le motif. Donc voilà, ce sont des tableaux, on va dire, qui récapitulent d'une autre manière ce que l'on vous a présenté antérieurement, en essayant d'être le plus clair possible. Voilà, donc après une disponibilité de droit, voilà, ou poursuivre son conjoint pour raison donc familiale pour une durée inférieure ou égale à 3 ans. Donc voilà. Réintégration, soit l'agent accepte, soit il refuse, il est placé en dispo d'office. S'il n'y a pas de poste vacant, maintien en surnom pendant 1 an. Et ensuite, prise en charge par le CDG. On a travaillé sur différents types de supports parce que chacun raisonne différemment. Voilà. Le schéma, ça ne me parle pas. Les tableaux, ça ne me parle pas. Moi, je suis un littéraire, il faut que ce soit écrit. Donc, on a essayé de rendre clair des choses qui ne le sont pas par différents biais. Donc, c'est pour ça qu'on multiplie les présentations. Voilà, les présentations, exactement. Pour essayer que chacun puisse à peu près s'y retrouver. Quoi. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce diaporama comporte des redondances, mais voilà, on essaie de les présenter un petit peu différemment dans un souci de maximum de clarté. Donc, la disponibilité de droit pour l'exercice d'un mandat. Électif. Voilà, les élus, vous avez les différents types d'élus. Donc, les élus locaux et les parlementaires, ils retrouvent leur précédent emploi. Voilà. Ensuite, vous avez donc les conseillers municipaux, selon la durée. Voilà. Il y a différentes situations. C'est un peu tout ce qu'on a vu. Donc là, c'est la présenté de façon différente. disponibilité discrétionnaire, c'est-à-dire à la volonté de l'employeur, pour convenance personnelle. Donc, on a repris les différentes durées, la situation du fonctionnaire et voilà, et en l'absence d'emploi vacant. C'est Pour créer ou reprendre une entreprise aussi. Donc là, la durée elle était maxi de 2 ans, mais bien sûr renouvelable. Donc réintégration ou maintien en dispo, pareil, c'est les mêmes dispositions. Donc voilà, pour la réintégration après une disponibilité sous réserve de la nécessité de service. La disponibilité d'office. Oui, on l'avait déjà vu. On a le détachement d'office. On a le détachement d'office. Ah oui, c'est ça. Oui, la ligne, c'était. Ah oui, non, mais. C'est pour ça. Alors, moi je m'y perds. Des fois, on me demande des réponses du tac au tac. J'y attendais. Là, il faut que vraiment que je me remette dedans parce que. Ouais. Et c'est pour ça que quand Laurent, on a convenu du thème, elle a dit bon, ça va, j'en ai pas pour longtemps. Et finalement, ça a occupé quelques-unes de ces journées. Parce qu'il faut déjà qu'on comprenne et après, il faut qu'on essaye de rendre clair pour voilà. Les autres. Et Donc c'est le maximum. La disponibilité d'office, donc, comme, voilà, par rapport, comme nous l'avons vu, par rapport au congé maladie, lorsque l'agent il passe, on va dire qu'il dépasse la durée maxi autorisée pour être en congé maladie. Bon, je vous laisse, au revoir. Je t'en prie. Donc, il ne peut pas rester dans un no man's land. Donc, quand il a épuisé ses droits à congé maladie, il sera placé en dispo d'office. Après, c'est les fonctions électives. En cas d'impossibilité donc de réintégrer l'agent par anticipation, et également à l'expiration ou en cours d'une période de détachement en congé parental, il bascule en disponibilité d'office s'il refuse un emploi correspondant à son crâne. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il n'est pas révoqué, tant qu'il n'est pas licencié, il doit demeurer dans une des 4 positions administratives que nous avons vues. Par exemple, s'il est en congé parental, tant qu'il n'a pas démissionné et qu'il n'est pas licencié, il faut bien le placer dans une position. Donc, dans ce cas-là, il est en dispo d'office. Merci, Monica. Merci à toi. Voilà, donc
nous avons récapitulé voilà, la demande de fin anticipée, la situation du fonctionnaire, donc refus de poste également. Voilà, là, je vous remercie pour votre attention.